Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous proposons des formations business, du coaching business ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Thomas Amico. Thomas Amico. Eh bien écoutez, bonjour Maître Thomas Amico, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet Del Sol à Paris. Bonjour Maître Amico. Bonjour Valentin. Alors écoutez, moi je suis assez content de vous rencontrer aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que je vous ai appelé à la base pour vous vendre quelque chose et en réalité on a eu une conversation qui a été intéressante et je trouvais que c'était plutôt pertinent de vous faire passer dans le podcast. Donc je suis ravi d'être ici et que vous ayez accepté mon invitation. J'aimerais bien savoir pour commencer qui était Thomas Amico avant d'avoir la particule de maître. Voilà, alors avant d'avoir la particule de maître, beaucoup de choses parce que moi j'ai commencé par un bac à lauréat scientifique, donc j'étais destiné à faire des maths à haut niveau et j'ai fait une classe préparatoire maths spé, maths sup, maths spé à Louis-le-Grand à Paris. Mon père étant médecin, il voulait absolument que je finisse dans les sciences et évidemment son grand fantasme était que je sois polytechnicien et que je défile sur les Champs-Élysées avec mon uniforme. Et puis arrivé en prépa, j'ai passé 8 heures, 9 heures par jour à faire des maths et de la physique, plus de français, plus d'anglais, plus de littérature, moi qui adore lire, et j'ai trouvé ça très aride. Et finalement, c'est vraiment la chance parce que je me baladais un jour rue Saint-Jacques en sortant de la prépa et j'entendais deux personnes discuter qui expliquaient qu'en fait on pouvait entrer à Sciences Po sur dossier si on avait eu des mentions au bac en déposant un dossier et on pouvait se faire admettre. Il y avait 10 places apparemment qui étaient réservées aux gens sans concours. Et donc je me suis dit mais ça c'est génial, je vais tenter de faire ça. Donc en plus grand secret, sans rien dire à mes parents, je constitue mon dossier, je vais le déposer le cœur battant à Sciences Po et puis voilà, j'oublie un peu la chose et je retourne refaire des maths et des équations du 3e degré. Jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone et on me dit qu'il faut que je me présente à l'Institut d'études politiques pour récupérer mon dossier d'inscription, parce que j'ai été admis au concours, au non-concours, à l'admission sur dossier. Donc j'ai évidemment annoncé ça à mes parents, ce qui a fait très plaisir à ma mère, ce qui a effondré mon père, qui m'a dit que voilà, j'allais faire une école qui n'allait servir à rien, que j'allais finir pigiste dans un magazine obscur et que tout son rêve de voir son fils défiler sur les Champs-Élysées était définitivement mort. Donc je suis rentré en fait à Sciences Po, donc j'ai démissionné de prépa, ce qui était assez pas commun à l'époque, et j'ai adoré Sciences Po. J'ai adoré Sciences Po. C'est une école dans laquelle j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je m'intéressais déjà un peu à la politique, à la diplomatie. On avait des conférences toutes les semaines avec des gens très intéressants qui venaient nous parler de tas de sujets variés et divers que j'avais auxquels j'avais peu d'exposition avant. Je me souviens d'une conférence de Madeleine Albright qui était venue, de Condoleezza Rice. Et donc on pouvait rencontrer ces gens-là, leur parler, leur dire quelques mots. J'ai échangé autour d'un café avec Mikhail Gorbatchev. Voilà, c'est le genre de choses qu'on fait qui pour moi étaient complètement nouvelles. Et j'ai adoré cette école et la formation que j'ai eue. Alors j'ai très vite rencontré à Sciences Po un des maîtres de conférences que j'avais qui était Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre c'était un député européen, ancien juge d'instruction. Et Thierry Jean-Pierre cherchait un assistant parlementaire pour le Parlement européen. Et donc très vite, en fait, en 2e année de Sciences Po, je suis devenu assistant parlementaire de Thierry Jean-Pierre. Et donc là, j'ai été propulsé dans la politique puisque voilà, j'ai travaillé dans un parti politique, j'étais vraiment au contact, donc je faisais mes études en parallèle tout en travaillant pour Thierry Jean-Pierre. Et Thierry Jean-Pierre m'a dit, au bout de 2-3 ans, qu'il avait entendu qu'il y avait un très joli poste qui se libérait à San Francisco pour aller travailler au consulat et au poste d'option économique. C'était un congé maternité à remplacer, que le chef de poste était un ami à lui, et que contractuellement, peut-être j'avais une chance de pouvoir postuler là-bas et qu'évidemment, il appuierait ma candidature. Le problème, c'est que je devais partir l'année suivante si j'étais pris, mais il me restait encore 2 ans de Sciences Po à faire. Donc j'ai eu un gros dilemme en me disant comment je vais faire, partir,
sans être diplômé. Donc je suis allé voir Richard Descoings et je lui ai expliqué le sujet. Et Richard Descoings a été, moi j'en ai aussi que des bons souvenirs, a été extraordinaire. Il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on va compresser vos 2 dernières années en une. Vous allez travailler comme un chien, mais vous serez diplômé en 4 ans au lieu de 5 à l'époque. Et donc j'ai fait ces années de manière accélérée. Donc je faisais des cours le matin, l'après-midi. Je travaillais vraiment énormément pour finir ça. J'ai passé donc un examen double, parce que j'ai passé l'examen de la 4e et de la 5e année en même temps. Alors il fallait aménager parce qu'il y avait des écrits qui tombaient en même temps. Enfin voilà. Et j'ai eu mon diplôme et je suis parti à San Francisco parce que j'ai été pris pour ce poste après. Donc j'ai commencé en fait une carrière purement diplomatique, en fait, sans aucun diplôme juridique ou bagage juridique à l'époque. Donc je suis resté 1 an et demi à San Francisco. Après j'ai fait un crochet par Beyrouth. Et pendant ces missions, en fait, il y avait effectivement un aspect de droit international qui venait, parce qu'à San Francisco, par exemple, j'avais pas mal de contentieux OMC. À l'époque, il y avait un contentieux important sur le vin qui était retenu notamment dans les ports américains, donc qui se périssait. Et donc, il y avait des discussions vis-à-vis du droit de l'OMC qui étaient engagées. Donc là-dessus, j'étais effectivement assez impliqué. Et puis finalement, donc j'ai fait ça, j'ai fait San Francisco, un peu Beyrouth. Beyrouth, on a eu des problèmes sécuritaires, donc je suis rentré. Et j'ai intégré le cabinet de Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre au commerce extérieur. Secrétaire d'État au commerce extérieur, plus exactement. Et donc j'étais le conseiller en charge de la mondialisation. Et donc ma mission consistait à faire accepter aux Français les bienfaits de la mondialisation. Donc j'ai organisé des événements dans les écoles, dans les universités. On a fait des petits films, on faisait des plaquettes, des brochures, etc. pour expliquer aux Français qu'en fait, voilà, une voiture, si on n'avait pas la mondialisation, on n'avait pas de roues, on n'avait pas de moteur, etc. Donc c'était une période intéressante parce que la vie de cabinet ministériel, c'est extrêmement intense, extrêmement formateur. On rencontre aussi beaucoup de gens. On fait pas mal de voyages aussi parce que voilà, quand on est au commerce extérieur, on a des négociations commerciales, donc on est parfois partie de la délégation, donc on peut aller dans des pays en tant que représentant officiel. Donc ça c'est toujours aussi intéressant. Et donc là, j'ai commencé à me questionner sur ce que j'allais faire ensuite parce que la politique, c'est bien, mais c'est quand même un milieu très difficile. Après, quand Nicolas Sarkozy a été élu, je me retrouvais moins dans la ligne politique qui était celle du nouveau président. Christine Lagarde a été nommée, on s'en souvient un peu, mais c'est vrai, ministre de l'Agriculture à un moment. Et donc moi, on me proposait de partir à Bruxelles, m'occuper de la PAC. Et ça, c'est vrai que ce genre de poste, là, ça m'enchantait beaucoup moins. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc à ce moment-là, je me souviens avoir rencontré Richard Descoings, avec qui j'étais toujours en contact, qui m'a dit, mais écoute, Sciences Po crée une école de droit. Marianne Frison-Roche, Christophe Jamin sont en train de monter une école de droit. Il faut vraiment que tu fasses ça, on va concurrencer la fac, tu pourras devenir avocat, c'est super, on a aligné tous les meilleurs profs de droit dans l'école. C'est Guy Canivet, donc à l'époque était président de la Cour de cassation, qui fait le droit de la concurrence, c'est Marianne Frison-Roche qui fait le droit pénal, etc., droit de la régulation. Donc on avait une brochette de professeurs exceptionnels en droit. C'est vrai que moi, j'avais toujours eu des contacts plus ou moins indirects avec le droit dans mes fonctions. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un beau challenge, c'est un beau jeu d'échecs. Il me dit, voilà, l'admission, c'est des gens qui sont en master. Je dis, d'accord, mais moi, j'ai ni licence, ni master, ni rien, j'ai pas de diplôme de droit. Et donc il m'a dit, bah écoute, parle-en avec Marianne Frison-Roche. Et donc il m'a présenté Marianne Frison-Roche. Et pendant un été, en fait, Marianne Frison-Roche m'a coaché sur les essentiels fondamentaux du droit, en me faisant lire ce qu'il fallait lire au niveau droit des obligations, droit pénal, procédure pénale, procédure civile. Et donc, ça a été vraiment mon mentor. Et donc, à la fin de l'été, elle a estimé que j'étais au niveau pour rejoindre l'école de droit. Et donc, j'ai rejoint l'école de droit. Alors, évidemment, j'étais extrêmement nerveux parce que je me suis dit, bon, je tombais avec des gens qui avaient fait soit une fac de droit française, donc on avait tous les gens de Assas, de Paris 1, etc. qui étaient là, soit des gens de Stanford ou des étudiants américains, parce que c'était mixte aussi, avec une partie d'étudiants étrangers. Et donc on avait tous des éminents juristes, et donc moi j'arrivais avec mes 2 mois de lecture de droit. Voilà. Donc j'étais j'appréhendais pas mal. Et puis finalement,
Ça s'est bien passé, j'ai adoré, j'ai pris goût à la matière, j'étais pas un mauvais élève et donc je me suis dit je vais passer le barreau. Évidemment, je veux devenir avocat. Et moi, ce qui m'intéressait déjà, c'était plutôt le contentieux, la procédure. Je sentais que j'avais une appétence pour ces matières-là et que c'était vraiment les cours qui m'intéressaient le plus. On avait des faux procès qui étaient simulés à Sciences Po, j'adorais ça. On représentait une partie, on plaidait. Je me souviens d'avoir plaidé un faux cas de droit de la concurrence devant Guy Canivet dans une des chambres de la Cour de cassation. Et donc j'ai dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est juste extraordinaire. Je veux faire avocat et je veux plaider dans ce genre de dossier. Donc je me suis inscrit à l'IEJ. Alors là, tout le monde m'a dit, y compris les avocats installés, mais vous n'aurez jamais le barreau, c'est pas possible, avec aussi peu de droits, vous avez fait 2 ans à Sciences Po, enfin c'est totalement irréaliste, il faut avoir fait tout le cursus, sinon vous n'allez pas y arriver, il faut vous inscrire en fac de droit, il faut faire au moins un master avant de passer le barreau et tout. Et j'ai dit, écoutez, je vais le tenter. Je me suis inscrit à Cap Avocat, qui était une prépa d'avocat à l'époque. J'ai bûché tout l'été et j'ai été admis au CRFPA en majorant l'admission de Paris 1. Donc j'ai eu 20 sur 20 en droit des obligations, j'ai eu que des notes incroyables. Et donc je suis rentré comme une fleur à l'école du barreau. Donc là, évidemment, j'ai commencé à chercher des stages, parce que le cursus est quand même pas mal axé sur les stages. On a une formation après à l'école du barreau, mais qui est quand même très légère. C'est une formation en gros pour remettre un peu à niveau tout le monde sur un certain nombre de fondamentaux. Enfin, on n'apprend pas grand-chose à l'école du barreau. C'était plutôt les stages qui sont là, qui sont formateurs. Et d'ailleurs, je pense que le métier s'apprend en pratiquant, ça s'apprend sur le tas, plutôt que dans des livres ou à l'école. Et donc, j'ai fait un certain nombre de stages assez différents. Donc, j'ai commencé par un stage chez Val Gotshal en alternance. Où là j'ai travaillé à la fois en contentieux et en conseil parce que j'étais avocat du département contentieux, mais il y avait un gros problème de procédure collective à l'époque suite à la faillite de Lehman Brothers. Donc il y avait énormément de dossiers qui venaient de ça, donc il y avait pas mal d'aspects aussi contentieux, financiers, contentieux, insolvency, avec beaucoup de recherches à faire sur des questions de droit civil, de garantie, etc. Donc c'était un stage qui était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé mon stage chez Val Gotshal. Les avocats étaient très sympathiques. J'ai partagé le bureau d'un avocat qui faisait du financement qui s'appelait Benjamin Dahan, avec qui était extrêmement sympathique et extrêmement formateur. Donc j'ai découvert en fait tout un tas de pratiques que je connaissais pas du tout, de droit du financement, droit des procédures collectives, et donc un cabinet vraiment d'affaires américain. Avec sa culture américaine. Et donc c'était vraiment très intéressant, donc j'ai bien aimé ce stage. Ensuite j'ai fait un stage chez White & Case, c'était mon stage final. Alors là c'était un peu différent parce qu'on était en pleine crise financière. Donc on était en pleine période où les gens se faisaient licencier en 2 minutes. Donc on voyait les avocats arriver le matin, aller dans un bureau d'associés, on voyait des petits rideaux de métal se fermer sur le bureau, et puis on voyait le collaborateur sortir du bureau et puis faire ses cartons et partir, quoi. Donc ça, en France, je ne pensais pas que c'était possible. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est, comment c'est possible? Et on m'a expliqué que si, les avocats étaient libéraux, et donc quand on leur disait de partir, ils partaient, et que on leur réglait ce qu'on devait leur régler, mais qu'il n'y avait pas forcément plus de formalité que ça. Donc c'était assez traumatisant parce que l'ambiance était assez particulière, il n'y avait pas beaucoup de travail, c'était un cabinet qui est quand même très axé sur des clients financiers, des banques, etc., qui en pleine crise évidemment n'alimentaient pas leurs avocats. Et donc, les stagiaires, on n'était pas forcément hyper staffés parce que les collaborateurs voulaient montrer qu'ils existaient, donc conserver le travail. Et donc, c'était assez particulier. Donc, l'ambiance était assez pesante, mais les gens étaient sympathiques. Mais c'est une question structurelle qui faisait que c'était assez compliqué. Et donc, je me suis dit, franchement, les cabinets anglo-saxons, là, c'est pas forcément la bonne période. Moi, mon expérience avait été assez décevante parce que j'avais pas fait grand-chose en fait, ou des choses relativement inintéressantes. Je me souviens d'avoir dû retranscrire en format Word des documents énormes. À l'époque, on n'avait pas tout ce qui est imprimante, etc. Donc, j'avais des PDF de 400 pages qu'on me donnait, que je devais les retaper en Word. Donc, bon, je me suis dit, si je fais tout ça, ces études-là pour faire ça, mince, quand même, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, j'ai décidé de tenter ma chance en collaboration dans un cabinet français. Voilà. Et chez Veil-Jour. J'ai atterri chez Veil-Jour, exactement. Ouais.
Et alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait chez Veiljour directement? Parce que vous avez touché aux entreprises en difficulté, aux procédures collectives, vous avez touché au conseil, vous avez touché au contentieux, vous avez touché un petit peu au financement. C'est-à-dire que pour l'instant, la marque droit pénal des affaires, elle n'est pas encore là. Pas du tout. Pas du tout. Elle est là de manière latente sans doute, mais pas du tout active parce qu'effectivement, moi je cherche en contentieux parce que c'est à peu près ce que j'ai fait dans mes stages en me disant que j'ai quand même une coloration un peu financière où j'ai fait un peu du droit des affaires aussi, donc je connais un peu les problématiques de notamment procédure collective que j'avais refait chez White Case. Voilà, aussi avec les associés qui faisaient d'une insolvency là-bas. Donc j'avais quand même cette coloration-là en me disant que pourquoi pas, ça peut être un bon créneau. Donc j'ai candidaté chez toutes les firmes de la place ou presque, parce qu'il fallait lancer ces CV. C'était la pleine crise, personne ne trouvait de collab, c'était l'enfer. Et donc j'envoie sans grande conviction chez Veiljour en disant, de toute façon, ils vont un profil comme moi, qui a fait des stages chez les anglo-saxons, qui n'a pas de verdict français, qui n'a pas de société pénale, etc. C'est quand même un cabinet très axé pénal, contentieux des affaires, mais au sens vraiment judiciaire du terme. Je dis, est-ce qu'ils vont être intéressés par mon profil? J'en doute. J'envoie quand même mon CV. Et donc, c'est Pierre-François Velle qui m'appelle et qui me dit ok, on vous fait un entretien demain à 9h. C'était vraiment hyper court, j'ai pas le choix de la date, donc je me dépêche, j'arrive à l'entretien. Et là, il s'assoit, il a mon CV, donc maintenant on passe à l'entretien, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Il me dit, ma femme cherche à acheter un piano. Sur votre CV, vous mettez hobby piano. Qu'est-ce que vous lui conseillez? C'était la question. Je suis un peu désarçonné par la question, donc je me dis, bon, c'est forcément du second degré, c'est pas possible, ou il y a quelque chose. Donc je lui dis, écoutez, j'imagine que vous avez un grand appartement, que vous aimez les choses fortes et puissantes, donc ne prenez pas un Steinway ordinaire ou un Pleyel que tout le monde pourra avoir, prenez un Bosendorfer avec une octave de plus, et ça, je pense que votre femme appréciera. Il regarde mon CV, il me fait lundi 9h30. Donc ça a été mon entretien d'embauche. Donc je me dis, bon, donc pendant une semaine, je ne savais pas si j'étais vraiment embauché. Je recevais pas, je me dis, bon, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un truc qui est une période d'essai? Elle me dit, bah non, il n'y a pas de période d'essai. Normalement, voilà, c'est une collab. Donc je me renseigne. Mais bon, j'étais complètement. Donc j'arrive le lundi suivant à 9h30 en me disant, est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce que je donne mon nom à l'accueil? Est-ce que je travaille là ou pas? Et puis oui, effectivement, ils me reconnaissent. Ils montent mon bureau. Et là, je commence tout de suite à travailler sur des dossiers. Notamment de pénal des affaires. Et donc, je travaille voilà, avec les frères Veil sur ces sujets-là. Et en fait, le hasard faisant que j'ai travaillé sur des dossiers de droit pénal. Il y avait à l'époque le dossier de Pierre Falcon qui était en cours. Il y avait un dossier de corruption, je me souviens, pour un laboratoire pharmaceutique qui était en cours, etc. Donc je me retrouve plongé dans ces dossiers-là. Tout en faisant aussi à la fois du contentieux commercial, puisque là-bas il n'y a pas de spécialité, et donc Pierre-François faisait vraiment les deux, donc il me faisait intervenir sur tous les dossiers en fait, sur lesquels lui il intervenait, et donc j'avais en disant 50% de pénal, 50% de civil. Donc je me forme en contentieux, j'ai plaidé d'ailleurs un dossier de droit pénal, un tout petit dossier de droit pénal, ma première semaine où j'ai prêté serment. Et je me retrouvais en face de Francis Spinner, ce qui était assez impressionnant parce que évidemment c'était un dossier vraiment minime où c'était une escroquerie au chèque pour un petit montant où on était partie civile. Enfin, je crois qu'il n'y avait vraiment aucun enjeu, c'était vraiment un petit dossier. Et donc François m'avait dit bah ça c'est très bien, vous n'allez pas le plaider, ça vous formera. Donc j'arrive évidemment à l'audience. Et je tombe sur Francis Spinner qui, très vexé, m'a dit « Mais Jean-Vel n'est pas là, ou Pierre-François n'est pas là ?» Je lui dis « Non, c'est moi qui plaide ce dossier. » Donc forcément, c'était assez formateur et c'était assez drôle. Et voilà, donc j'ai commencé en fait par hasard à faire du pénal chez Vel et j'ai adoré ça. Voilà. Et donc après, vous avez développé cette pratique, vous avez continué… Voilà, donc j'ai développé chez Vel ça, donc j'ai travaillé… de 2009 à 2013 chez Veiljour. Et puis en 2013, un chasseur de tête m'a contacté, il m'a dit écoutez, avec un beau cabinet anglo-saxon recherche un pénaliste un peu aguerri pour rejoindre une équipe qui est déjà existante, avec quelqu'un qui est assez connu sur le marché, etc. Donc j'étais un peu intrigué, j'ai initié la discussion. Et en fait, il s'agissait de Linkletter. C'est à l'époque, il y avait Kirill Bugarchev,
qui était l'associé en pénal, qui cherchait à étoffer son équipe et avoir un senior qui puisse un peu l'épauler. Il y avait déjà un counsel qui était Emmanuel Moine et il cherchait, comme il grossissait, un senior pour évidemment reprendre un peu ces activités-là et développer vraiment le pénal des affaires. Donc j'ai rencontré Kirill et Emmanuel, j'ai été assez séduit par leur personnalité. C'était évidemment un monde très différent chez Linklaters, avec la dimension anglo-saxonne qui revenait, avec des types de dossiers différents, des plus gros dossiers, avec des manières de fonctionner qui étaient différentes, une plus grosse équipe aussi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais apprendre de nouvelles choses. De toute façon, j'étais en formation, un avocat, ça se forme, il faut 10 ans pour faire un bon avocat au minimum. Donc moi j'étais à 4 ou 5 ans d'expérience, donc j'étais parfaitement content de me former à autre chose, de voir autre chose et d'évoluer comme ça, et de me dire que finalement j'allais découvrir, manager maintenant des gens plus jeunes, que je ne faisais pas à l'époque chez Bellejourde, développer plus mon côté commercial, parce que Kirill insistait beaucoup dessus, et Kirill est un formidable développeur. J'ai appris beaucoup en le voyant faire, parce que Kirill développait en permanence, et c'était vraiment quelqu'un qui faisait rentrer les dossiers, qui fidélisait les clients. Et c'est vrai que chez Bellejourde, à l'époque, on avait moins cette culture-là. C'était le téléphone sonnait tout le temps, les gens, le nom du cabinet faisait que en permanence les clients venaient et viennent encore. Et donc il n'y avait pas du tout cette culture de faire du business development. C'était même assez vulgaire à l'époque de dire qu'on allait faire des pitchs commerciaux, etc. Par exemple, la consigne, c'était qu'on ne répondait jamais à un appel d'offres à l'époque. Voilà. On venait nous voir ou on ne venait pas nous voir, mais on n'allait pas aller faire des slides, des PowerPoint pour aller expliquer pourquoi on était les meilleurs. Si le client ne savait pas d'avance, c'est même pas la peine de travailler avec nous, quoi. Alors que là, chez Linklaters, c'est un monde très différent, où le côté commercial est tout de suite mis en avant. Et chez Linklaters, c'est vrai que le côté commercial, il est transcendant au sens où tout le monde doit s'y mettre. C'est-à-dire que du première année aux dernières années, aux associés seniors, on attend de tout le monde qu'il y ait un effort qui soit fait au niveau commercial. Et donc, on implique tout le monde dans les pitchs, que les gens participent à des webinaires, à des conférences, à des formations, et on fait parler des avocats, que pas les associés, mais parfois des collaborateurs, des counsels, etc. Parce que c'est quelque chose qu'il faut, dès le départ, mettre en place et former les avocats. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc j'ai rejoint Linklaters et j'ai continué donc à faire du pénal des affaires avec Kirill jusqu'à son départ. Très clair. Voilà. Et alors, durant votre carrière, donc pendant la première finalement collaboration que vous avez, c'est-à-dire chez Bellejourde en 2009, jusqu'à votre départ de chez Linklaters, est-ce que, à partir de quand vous commencez à développer votre clientèle personnelle? Parce que je comprends que chez Bellejourde, vous travaillez beaucoup sur la technique, vous apprenez votre métier. Chez Linklaters, on a beaucoup plus cette culture commerciale qui infuse et qui se diffuse au sein du cabinet d'avocats. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà avant ou que vous commencez à développer chez Link? Alors non, moi j'ai eu de la chance d'avoir des clients personnels tout de suite. C'est-à-dire que dès mon premier mois d'exercice, j'ai eu des clients personnels. Alors déjà, il faut dire que Bellejourde m'en envoyait quelques-uns parce qu'il y avait des clients qui étaient trop petits, des dossiers qui étaient trop petits, donc ça, ils n'avaient pas de problème à nous dire, donc Pierre-François, ça prenez-le en dossier personnel, etc. Sachant qu'en plus, moi j'ai eu la chance, chez Bellejourde, je pouvais tout à fait aller voir mon associé et lui dire j'ai une question sur un dossier personnel. J'ai été aidé, j'ai été conseillé, j'ai été assisté, donc j'étais un peu confortable de me dire que je pouvais prendre ces dossiers-là, que le cabinet le savait, et que en plus derrière, je pouvais aller voir l'associé ou un avocat senior pour avoir un conseil et un coup de main sur un dossier. Donc tout de suite, en fait, je l'ai fait, et donc j'ai eu des clients personnels qui sont arrivés comme ça. Donc j'ai toujours eu ce petit volant de clients personnels et de développement du début de ma carrière jusqu'à mon arrivée chez Del Sol. J'ai toujours eu du perso. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est aussi très formateur, on fait autre chose. On a la main sur la stratégie du dossier. C'est un autre type de stress aussi parce qu'on se dit que finalement là, il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a personne qui pourra vous sauver la mise. C'est la stratégie qu'on a décidé, qu'on met en œuvre et dont on voit le résultat. Et ça, c'est quelque chose d'assez grisant mais aussi d'assez stressant. Donc ça, j'ai toujours voulu le faire. Et je conseille à tout le monde vraiment de le faire, même si c'est un tout petit dossier, même si c'est un dossier pro bono, même si c'est un dossier qui n'est pas forcément très rémunérateur, en termes de formation, de stratégie, en termes de relations clients, c'est extrêmement important. Et puis parfois, ça débouche sur des très très belles choses. Puisque voilà, moi, j'ai par exemple été l'avocat d'un entrepreneur qui vraiment faisait qui avait un tout petit contentieux sur un tout petit sujet et qui maintenant a une société dans l'énergie et qui est devenu un de mes très bons clients.
qui a été racheté, etc. Et qui finalement m'apporte des dossiers, des affaires, etc. Donc, alors qu'au départ, c'était vraiment un tout petit contentieux. Et donc, c'est comme quoi il n'y a jamais de temps perdu, il faut toujours le développer. Et toujours, ça fait partie de la vie d'avocat. Et il faut parfois prendre un pari sur ses clients. Et moi, j'ai toujours fait et je trouve que c'est très salutaire. Très clair. Donc, chez Linkletters, vous restez 7 ans, donc vous arrivez en tant que collaborateur senior. Voilà, ce qu'on appelle Managing Associate, je crois. Managing Associate, ok, très clair. Et derrière, comment vous montez? Quel est votre rôle? Comment évolue votre rôle au sein de chez Link? Alors en fait, chez Link, moi je pense que un de mes atouts, c'était le fait que j'avais fait beaucoup de judiciaire chez Veljourne. Donc j'avais vraiment cette culture de palais, de plaidoirie, de procédure, ce qu'avaient moins d'avocats qui étaient en place. Donc moi j'étais un peu devenu celui qui gérait vraiment parce qu'il y a des dossiers au long cours sur lesquels il faut faire beaucoup de recherche, il faut faire beaucoup de lecture de dossiers, puis il y a aussi des dossiers sur lesquels il faut être actif judiciairement. Donc moi j'ai eu la chance tout de suite d'avoir un peu ce vernis-là et de récupérer des dossiers en pénal mais pas que, pour aller plaider, faire des démarches et gérer un peu ces relations avec les magistrats et le corps judiciaire en sens large. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu un peu cette petite niche-là au sein de l'équipe où il fallait plaider un dossier, donc on n'hésitait pas à me le donner, un incident, on me le donnait. Donc j'avais un peu une vue sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de choses, donc j'ai pu prendre mes marques assez facilement avec ça. Et c'est vrai que après, pour la progression, ça va être naturellement, c'est-à-dire que de plus en plus, j'ai vu qu'on me laissait la main sur des dossiers, des beaux dossiers du cabinet, des beaux clients du cabinet. De plus en plus, Kirill, au début, évidemment, il corrigeait tout, il était très attentif à tout ce qui se passait. Puis finalement, plus le temps passait, et plus je voyais que j'avais un peu d'autonomie dans les dossiers, donc je montais. Et puis après, plus j'avais de contact direct avec le client, plus le client pouvait me parler d'un nouveau dossier, donc je pouvais ouvrir un nouveau moteur pour le client via mes contacts, sans que l'associé soit là. Donc je sentais que je prenais un peu d'ampleur à ce niveau-là. Et tout ça était parfait. Et donc l'ambiance était très très bonne. On avait beaucoup de travail, on avait des très beaux dossiers. On a travaillé sur les super dossiers de la place, notamment droit pénal, etc. Et donc c'était vraiment une très belle époque. Et la formation se faisait à la fois au niveau effectivement commercial, où je voyais comment le cabinet est déployé, notamment avec Londres, etc. J'allais souvent à Londres, on avait des formations à Londres. Les Anglais font des choses très différentes. On avait des formations assez exceptionnelles. C'est-à-dire que les Linkletters, ils mettent le paquet sur la formation des avocats. Donc on a vraiment, je me souviens d'avoir été à Londres, on avait 2 jours de jeu de rôle où on doit apprendre des différentes situations, à gérer un client difficile, gérer une négociation commerciale. Et donc on a des comédiens qui viennent et qui font, donc on a un brief avec, là, on est avocat, alors ça peut être autre chose. Moi j'étais avocat par exemple en droit social, j'avais fait un conseil sur un plan de licenciement massif pour une société importante, et puis ça s'était très mal passé. La société avait dû payer d'une amende ou je ne sais pas quoi parce qu'elle n'avait pas respecté les réglementations applicables, et je me retrouvais à devoir gérer ça avec le client difficile. Donc j'avais un comédien très en colère qui me disait que c'était inacceptable, etc. Donc c'est très formateur. Donc j'apprenais tout ça. Donc j'avais vraiment cette formation qui m'était dispensée au cours de ma carrière. Et donc je sentais que maintenant je devenais un meilleur avocat, aussi bien commercialement que techniquement, pour gérer un dossier, mettre en place des gros audits, gérer des grosses procédures entre plusieurs pays. C'est des choses que je n'avais jamais fait avant et que j'apprenais à faire sur le tas, à gérer une équipe, ce qui n'est pas évident, s'assurer que tout le monde est occupé, faire des reportings sur les temps de l'équipe, dire à Kirill, notre équipe fonctionne, on a toute la partie facturation, la partie gestion des temps, la partie de délégation aussi, pourquoi est-ce que telle partie n'a pas été faite par un plus junior, etc. Donc on avait toutes ces discussions-là, et c'est vrai que ça, c'était des choses qui m'étaient complètement nouvelles. Donc, très clair. Et donc vous êtes quand même parti de chez Linkletters? Alors en fait, pas tout à fait, parce qu'en fait Kirill est parti, créer son cabinet. Il a créé son cabinet. Et donc là, évidemment, il y avait le gros dilemme de est-ce que je le suis ou est-ce que je reste. Donc, initialement, il était prévu que je le suive et que je sois le 3e associé du cabinet qui crée. Et puis finalement, après discussion, il m'a dit non, tu comprends, associé, pas forcément, on signera une promesse, on verra, il signe un an. Bon.
Et j'ai trouvé que c'était un peu flou par rapport à ce qui a été l'engagement initial de création du projet de cabinet. Et de l'autre côté, Linklaters me demandait de rester en me disant non, mais restez, on vous fera cancel, vous pourrez reprendre l'activité. Donc je lui dis bon, finalement, si je reste, je vais reprendre à moi tout seul l'activité Penal Compliance chez Linklaters. Et donc c'est pas mal de se dire qu'on développe quand même un beau secteur d'activité dans un cabinet de la place, un Magic Circle Law Firm, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis resté. Donc j'ai redéveloppé un peu la pratique, donc en tant que counsel cette fois-ci, avec évidemment la promesse, qui toujours dans ces cas-là n'engage que ceux qui les croient, que je serais associé à court, moyen terme si les choses se passaient bien. Donc les choses se sont, de mon côté en tout cas, bien passées parce que moi je développais mon activité, j'ai eu des beaux dossiers, mais j'ai senti que sans Kirill et son équipe, en fait, il y avait beaucoup moins de soutien et beaucoup moins d'intérêt pour ma matière qu'il pouvait y en avoir avant. Et qu'en fait, tant que je faisais de la compliance et en gros du conseil, ça allait très bien et tout le monde était content, et tant que ça devenait plus contentieux et un peu plus sensible, là, ça passait moins au niveau de la firme. Je me souviens, j'ai eu un super dossier pour l'État du Sénégal où j'ai plaidé pendant presque 6 mois au Sénégal entre l'appel, la première instance, etc. Donc un gros dossier pour l'État du Sénégal contre le maire de Dakar pour des faits de détournement de fonds publics. Donc un dossier pour un pénaliste extrêmement jouissif. On était une équipe de 5 avocats face à plus de 40 pour les prévenus, avec un côté très physique, une audience très très lourde, tous les jours à l'audience, tous les matins à 9h à l'audience. Moi, mes co-avocats pour l'État étaient anciens ministres ou anciens bâtonniers, donc il était inacceptable, inenvisageable qu'ils rédiger des conclusions ou fassent des recherches. J'étais moi le plus jeune qui m'en chargeait, donc je rentrais le soir à l'hôtel, je travaillais sur ça, je rédigeais des conclusions pour le lendemain. Et donc tous les jours c'était vraiment intense. Puis je gérais d'autres dossiers qui étaient toujours en cours à Paris, donc c'était vraiment une période extrêmement intense. Et en fait, j'ai senti qu'en interne, chez Linklaters, ce genre de dossier, c'était pas ça qu'ils cherchaient. Avec des commentaires, notamment depuis Londres, en disant « Mais tu te rends compte, c'est quand même incroyable de prendre ce genre de dossier, c'est de l'inconscience complète. Si tu perds le procès et que le maire de Dakar est élu président, plus jamais on travaillera au Sénégal. » Voilà. Et donc plutôt que d'encourager et de soutenir quand même ce qui était un super dossier à la place, avec toute la presse qui en parlait, on avait des articles tous les jours du Monde, de RFI, enfin c'était vraiment un super dossier sur lequel ils ont fait zéro communication. J'ai eu zéro soutien, on m'a dit du bout des lèvres, donc quand même c'était un peu inconscient de prendre ce dossier, comment ça a pu passer, etc. Bon. Donc là j'ai commencé à sentir que c'était pas forcément facile pour moi de développer. Donc après le Sénégal, j'ai eu d'autres belles opportunités avec d'autres beaux clients, potentiels clients qui sont venus et on m'a dit non. Pour des raisons que j'avais beaucoup de mal à comprendre, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts, parce que le client était d'une nationalité qu'on ne voulait pas prendre, etc. Donc c'était un peu frustrant de se dire que j'étais finalement bloqué dans mon développement et que certains beaux clients toquaient à la porte et je ne pouvais pas les amener, quoi. Conjugué à ça, le fait qu'il y a eu le Brexit, le fait qu'il y a eu le Covid ensuite, enfin beaucoup de choses qui sont arrivées. Le cabinet n'était pas dans une super forme, pour être tout à fait honnête, donc l'ambiance en ressentait aussi, les gens se tiraient un peu la bourre, il y a beaucoup de départs chez Linklaters, de gens avec qui moi j'étais assez lié qui sont partis. Donc je sentais bien que le vent n'allait pas forcément dans la bonne direction. Et donc c'est vrai que il y a à peu près un an, je dirais un an et demi par rapport à la date d'aujourd'hui, j'ai rencontré les gens du cabinet Del Sol. Par hasard, via un chasseur de tête. Je ne connaissais pas particulièrement le cabinet Del Sol avant, si ce n'est le nom, mais je ne connaissais pas personne personnellement, je n'avais jamais travaillé avec eux, je n'avais jamais plaidé un dossier avec eux, donc le nom je le connaissais, mais pas les avocats. Et donc j'ai eu une belle rencontre et j'ai senti que là, dans ce cabinet, j'avais la possibilité de développer ce que je voulais développer en pénal des affaires, sans être gêné par un peu ces contraintes-là de conflit d'intérêts, etc., que l'ambiance était bonne, que la société était sympathique, et qu'il y avait une vraie volonté de développer la matière à Paris. Donc les discussions se sont nouées pendant assez longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé effectivement de partir, et donc j'ai démissionné de chez Linklaters en disant que je partais chez Del Sol. Voilà.
Et donc, je ne regrette pas du tout mon choix, parce qu'effectivement, ici, il y a une vraie appétence pour le droit pénal. Tout le monde est enchanté des dossiers qu'on peut avoir. Il y a beaucoup moins de problèmes de conflit d'intérêts que peut y avoir chez Linklaters. Et c'est vrai que la question que mes associés me posent tous les jours, c'est comment on peut t'aider. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux. Et c'est vraiment un atout de pouvoir développer chez Chasseurs en Meute, quoi. Et c'était quoi pour vous l'objectif en rejoignant le cabinet Delsol, enfin, ou plutôt les critères sur lesquels vous ne voulez pas renier? Ma liberté. Le premier critère était ma liberté. Évidemment, je voulais pouvoir développer ce que je voulais développer. Donc, si c'était pour faire autre chose que ce que je faisais, ce n'était pas la peine. Pouvoir ramener mes clients, évidemment, développer mes clients et ceux, évidemment, que certains que j'avais mis en stand-by, notamment des personnes physiques qui attendaient d'être défendues. Voilà, je voulais pouvoir les prendre. Même en termes politiques, comme des dossiers de corruption, etc., des dossiers assez sensibles, je me suis dit, bon, il faut qu'ils acceptent. S'ils me disent non, là, ce sera un problème. Donc c'était vraiment ça mon critère. Après le reste, évidemment, avoir un système de rémunération qui soit attractif et qui soit juste. Parce que, Ça veut dire quoi juste? Ça veut dire un système qui est basé sur l'effort fourni. C'est-à-dire que les cabinets, Linklaters, c'est un cabinet 100% lockstep. Donc un associé de première année gagne la même chose qu'il soit à Paris, à Londres. Il y a un facteur pays qui joue. Enfin, voilà. Donc finalement, quelqu'un qui est moins bon, il gagne autant que quelqu'un qui est très bon. Il n'y a pas du tout il y a très peu de différence. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ce système-là, c'est bien, mais moi j'avais vu dans mon ancien cabinet que ça pouvait aussi favoriser des situations de rente. De gens qui sont là, qui sont anciens, qui sont en haut du lockstep, qui touchent des sommes extrêmement importantes, mais qui finalement n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter à la firme. Et donc ça, je trouvais que, bon, moi je n'étais pas associé, donc ça ne me gênait pas, mais le jour où je devenais associé, ça pourrait me gêner. Ce genre de comportement, moi, ce n'était pas ma culture, ce n'était pas la façon dont j'ai de voir les choses. Et moi, ça m'a tout à fait, quelqu'un qui fait un très gros chiffre d'affaires gagne beaucoup plus que quelqu'un qui a fait un petit. Donc ça, je voulais retrouver un peu ce côté-là, à 100% ou pas, mais au moins, je voulais qu'il y ait cette dimension-là de rémunération un peu au mérite. Et donc ça, chez Delsol, je l'ai trouvé pleinement. Donc ça m'a attiré. Je trouve que ça donne un côté entrepreneurial assez fort. Et Delsol avait développé un système assez complexe de rémunération où l'apport d'affaires et la collaboration est aussi valorisé. Donc on a quand même un vrai incentive à faire du cross-selling. C'est pas à 100%, chacun prend son chiffre d'affaires, on divise, on prend un pourcentage et chacun en s'assoit. Non, c'est quand même plus complexe que ça. Et donc il y a tout un système d'apport de clients et d'apport de dossiers, de partage de dossiers qui est mis en place. Et donc on est à la fois récompensé pour son travail, mais on est aussi récompensé pour le travail de groupe. Et ça, c'est une très belle formule, donc j'ai vraiment été séduit par ça, en me disant que vraiment j'étais bien tombé, quoi. Super. Et comment vous réussissez à vous positionner en arrivant chez Delsol? Parce qu'on part d'un cabinet anglo-saxon, qui est un cabinet international, qui s'appelle Linklaters. On arrive chez Delsol, qui est un cabinet français. Comment est-ce qu'on arrive à transférer son positionnement? Est-ce qu'on le conserve? Comment est-ce que vous changez justement votre discours par rapport au tiers? Alors moi, en fait, j'ai une approche très intuitive personnelle avec mon client. Donc mon client, généralement, je les connais bien. Je dirais pas beaucoup, mais enfin, une grande partie sont quand même devenus des amis. On échange sur des problématiques qui sont des problématiques cruciales pour l'entreprise ou pour la personne. Donc on crée un lien qui est très différent. Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'être un prestataire de service ordinaire et de dire voilà, je vous ai fait tel deal, je pourrais vous en faire un autre, et puis à chaque fois qu'il y a un deal, je suis en concurrence. Non. Moi, je suis appelé par des clients sur des sujets, parfois personnels, parfois sans facturer, mais ils m'appellent sur une question, ils ont un problème. Voilà, et donc j'ai des directeurs juridiques de grands groupes qui peuvent m'appeler pour me dire tiens, j'envisage de divorcer, qu'est-ce que tu en penses, quoi. Donc on a une relation très particulière. Donc moi, l'aspect anglo-saxon, etc., je l'avais sur les dossiers, mais pas forcément dans ma relation day-to-day avec mes clients. Donc le fait que je change de cabinet, ça n'a pas forcément fondamentalement beaucoup changé les choses. Ma pratique, elle est française principalement, parce que j'interviens devant les juridictions françaises, j'interviens devant les procureurs et les juges d'instruction français, donc je fais du droit français. Et Delsol, ça je m'étais aussi bien renseigné, un très très bon réseau d'avocats étrangers avec qui on travaille. Donc je pouvais, si on a des dossiers, donc j'en ai encore et j'en ai eu, de dossiers transnationaux, on pouvait toujours avoir un relais de cabinets partenaires qui étaient très bons.
Parce qu'un cabinet, on va dire mondial, anglo-saxon, ok, c'est bien, on a une seule marque, mais on a quand même différents bureaux. Et par expérience, le niveau n'est pas le même partout. Donc de toute façon, on retrouve cette disparité, qu'elle soit, alors certes, on a uniquement une unité de marque, mais on peut travailler avec des cabinets partenaires. On n'a pas la même marque, mais on peut avoir une qualité équivalente, voire supérieure. Et donc moi, j'ai 2 dossiers, un entre la France et les États-Unis, et un entre la France et l'Angleterre. Donc on a fait appel à nos cabinets partenaires, ça se passe très bien. Pour des gros clients avec des enquêtes pénales, etc., sur des faits de financement de terrorisme notamment. Et donc on a vraiment une assistance complète et ça se passe de manière parfaitement fluide, alors qu'on ne s'appelle pas la même chose, mais on travaille bien ensemble. Donc franchement, ça ne m'a pas forcément beaucoup changé. Très clair. Et aujourd'hui, comment vous allez chercher vos clients, maître, ou plutôt quels sont les canaux d'acquisition que vous avez aujourd'hui pour développer cette clientèle? Alors, j'ai la chance déjà d'avoir beaucoup de clients qui viennent de la part de mes associés. Parce que mon arrivée, évidemment, a déclenché un peu une envie de mettre le pénal sur le devant de la table, sur le devant de la scène. Et donc, beaucoup de clients du cabinet qui avaient des problèmes de nature pénale se sont dit, tiens, finalement, maintenant, on peut leur en parler parce qu'il y a un pénaliste. Il y avait des dossiers qui étaient sous-traités ici à d'autres cabinets pénalistes parisiens qui ne le sont plus. Donc, j'ai récupéré quand même pas mal de dossiers de la part du cabinet. Après, moi, je suis venu avec des dossiers aussi de mon ancienne vie, donc voilà, qui m'ont suivi et avec qui je travaille. Et en termes de nouveaux clients, moi, je trouve que l'un de mes principaux canaux, c'est vraiment le bouche à oreille, soit de clients, amis de clients, ou prestataires de clients, ou fournisseurs de clients, ou voilà, quelqu'un qui est en lien avec un client existant qui vous dit qu'il cherche aussi un avocat, ou voilà, et on a dit que vous aviez de bonnes qualités, ou des confrères non pénalistes. Ça peut être des confrères fiscalistes, moi j'ai tout un tas de prescripteurs, d'ailleurs notaires aussi, notaires et avocats, qui recommandent parfois mes services à leurs propres clients sur une problématique. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'évidemment on a des prescripteurs réguliers, donc c'est des gens précieux. Et évidemment on essaie de leur rendre l'appareil, si on peut les orienter nos clients vers eux, on le fait naturellement. Ok. On va faire un petit cas, maître. Je suis le dirigeant d'une société de textile mondialement connue. Il s'avère que je suis inquiété par différentes juridictions pour avoir des sous-traitants qui font travailler des enfants au sein de leur activité. C'est mal. J'envisage d'aller voir un avocat en droit pénal, notamment en droit pénal des affaires, et j'hésite. Je connais 4 cabinets d'avocats qui font du droit pénal, ou plutôt 4 personnes qui font du droit pénal, chez Darrois, chez Bredin avec Éric Dezeus et Christophe Ingrin chez Darrois, Sophie Semla éventuellement chez Gide, et Thomas Amico chez Del Sol. Comment est-ce que je fais le choix, ou qu'est-ce qui est différenciant entre vous et les 3 autres avocats que je viens de vous citer? Alors, je sais pas, mais je pense que mes confrères sont excellents, que tous les noms que vous avez cités, vous serez bien traités. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on parle de travail des enfants dans plusieurs juridictions. Nous, on peut trouver déjà des cabinets d'avocats partenaires dans chacun des pays qui seront très bien connectés, qui font vraiment du judiciaire et qui pourront vous aider sur ces problématiques-là. Ensuite, il y a le sujet à traiter, naturellement, puis il y a la correction derrière. Vous savez que quand on détecte un problème de nature pénale, par exemple de corruption, de travail des enfants, etc., il ne suffit pas de dire « je vais me dénoncer » ou « je vais arrêter ». Il faut vraiment faire un rapport d'enquête interne et il faut derrière prendre des mesures correctives. Et donc ça, c'est de la compliance. Donc là-dessus, vous êtes bien tombé, parce que moi, c'est ma spécialité, donc je fais beaucoup de compliance. Je gère beaucoup de crises comme ça pour des clients, que ce soit en matière de... Alors, travail des enfants, j'en ai très peu, mais j'ai plutôt moi, des affaires de financement de terrorisme, de blanchiment, de corruption. Et donc derrière, on fait des rapports, on fait des mises aux normes, et on prend des mesures correctives pour que si jamais il y a une enquête ou si jamais on décide d'aller se dénoncer les autorités, on soit plus blanc que blanc. Donc que derrière, les sanctions soient naturellement bien atténuées. Donc ça, évidemment, on sait faire, et on aura cette expérience-là pour des groupes internationaux de mise aux normes et de traitement de problèmes détectés, que ce soit en matière de travail des enfants, en matière de pollution environnementale par exemple, aussi, on a le site de cette nature-là. Voilà.
Ok, ça me va. Voilà. Aujourd'hui, au sein de votre équipe, maître, vous êtes seul associé, vous avez un collaborateur et un stagiaire. C'est quoi les velléités de développement? Si j'ai des copains qui font du droit pénal des affaires, est-ce que ça vous intéresse de les recevoir ou ils attendent un petit peu? Alors de voir toujours, après je trouve que c'est toujours intéressant de parler à des confrères. Donc si vous avez des gens qui font ce métier-là, qui veulent me rencontrer avec grand plaisir. Évidemment, l'idée c'est de développer l'équipe. L'année prochaine, d'avoir un nouveau collaborateur ou collaboratrice qui rejoint l'équipe pour évidemment nous assister. Depuis mon arrivée en octobre 2020, l'activité ne fait que croître. Donc on est de plus en plus occupé, on est vraiment là aux limites de nos capacités. Donc voilà, on recherche activement à recruter. Et idéalement, via les stagiaires, moi je sais que c'est difficile de recruter un collaborateur qu'on n'a jamais vu travailler. Donc aussi, si c'est les plus jeunes, d'avoir un stagiaire et qu'on prend ensuite un collaborateur, c'est quand même la meilleure réussite en général d'un recrutement qui fonctionne parce qu'on a vu la personne travailler pendant 6 mois. C'est l'empreinte veille-jour, ça. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un vrai atout d'avoir un bon stagiaire et derrière pouvoir lui faire une offre si évidemment il est satisfaisant. Très clair. Maître, je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour votre cabinet, pour votre clientèle, pour qui vous voulez? C'est la carte blanche d'Anomia, vous avez 1 minute. Bah, écoutez, je leur dirais de ne pas hésiter à nous appeler, quel que soit le sujet, quelle que soit la problématique. On est un cabinet full service, on a beaucoup de spécialistes, on est des gens très sympathiques, on est très volontaires, très réactifs. Et que voilà, il n'y a pas de petits sujets et qu'on est là pour en discuter avec eux. Très clair. Maître Amico, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite bonne continuation. Merci Valentin. Pour le développement de votre activité. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.